Bonjour tout le monde, ici Thierry. Je fais cette petite émission parce que j'ai récemment fini de lire l'intégrale en deux tomes du cycle de Heine de Ursula K. Le Guin, qui est paru aux éditions du livre de poche récemment. D'ailleurs, c'est excellent, hein, je vous en conseille vraiment la lecture. C'est un univers passionnant et c'est une autrice géniale. Euh, mais c'est pas de ça que je veux vous parler. En fait, dans le tome 2 de l'intégrale, il y a un court essai qu'elle a écrit qui s'appelle Sur les raisons de ne pas lire de science-fiction et que j'ai trouvé très intéressant. Alors, il y a juste un truc à savoir avant de se lancer dedans, parce que je vais vous le lire en fait, hein, voilà, pour que vous puissiez en profiter. Elle fait référence à, à Clifford Geertz, et au concept qu'il utilise de description dense. Euh, voilà, donc il faut savoir que c'est un truc qu'il a emprunté au philosophe Gilbert Ryle pour décrire une méthode d'écriture ethnologique qui commence avec un seul élément, comme un combat de coq par exemple, puis le complète de contextes sociaux et suit les associations symboliques jusqu'à ce qu'on commence à entrevoir un modèle entier de culture. J'en dis pas plus, je me lance. Les gens qui n'en lisent pas, et même certains de ceux qui en écrivent, aiment faire comme si les idées utilisées dans la science-fiction découlaient toutes d'une connaissance intime de la mécanique céleste et de la théorie quantique, et n'étaient compréhensibles que pour les lecteurs qui travaillent pour la NASA et savent programmer leur magnétoscope. Pareille chimère, tout en permettant aux auteurs de se sentir supérieurs, donnent une excuse aux non-lecteurs. C'est juste que je n'y comprends rien, gémissent-ils, pour mieux se réfugier dans les cavernes profondes, confortables et anaérobies de la technophobie. Ça ne sert à rien de leur dire que fort peu d'auteurs de SF s'avèrent mieux lotis qu'eux-mêmes. Nous aussi, on finit généralement avec 20 minutes de I Love Lucy et la moitié d'un combat de catch sur nos cassettes vidéo alors qu'on voulait enregistrer Masterpiece Theater. La plupart des idées scientifiques que l'on trouve dans la science-fiction sont parfaitement accessibles, voire familières, pour quiconque a terminé le collège. Et de toute façon, vous ne serez pas testé dessus à la fin du livre. Il ne s'agit nullement de cours d'ingénierie déguisés après tout. Rien dans tout cela n'a été inventé par quelques satans des mathématiques. Ce sont des histoires. C'est de la fiction qui jongle avec certains sujets pour leur intérêt inhérent, leur beauté, ce qu'ils disent de la condition humaine. Même dans son nom aussi disgracieux qu'imprécis, la science modifie la fiction. Elle est à son service. L'idée principale de mon livre La main gauche de la nuit, par exemple, n'est pas scientifique et n'a rien à voir avec la technologie. Elle se résume à un peu d'imagination physiologique, à un changement corporel. Pour les habitants du monde inventé de Guéten, le genre individuel n'existe pas. Ils sont sexuellement neutres, la plupart du temps ayant des chaleurs une fois par mois, parfois en tant que mâle, parfois en tant que femelle. Un géténien peut à la fois engendrer et porter des enfants. Bon, que cette invention vous paraisse singulière, perverse ou fascinante, vous n'avez certainement pas besoin d'avoir un grand esprit scientifique pour la saisir ou pour suivre ses implications dans le roman. Un autre élément de ce livre, le climat de la planète qui est plongé dans une ère glaciaire. Une idée simple. Il fait froid, il fait très froid. Il fait toujours froid. Les conséquences de cette situation, ses complexités et autres résonances, sortent en grande partie de mon imagination. La main gauche de la nuit ne diffère d'un roman réaliste que par le fait qu'il demande à son lecteur d'accepter, provisoirement, certains changements limités et spécifiques de la réalité narrative. Au lieu de nous trouver sur Terre pendant une période interglaciaire parmi des personnes bisexuées, comme dans, disons, Orgueil et Préjugés, ou tout autre roman réaliste que vous appréciez, nous sommes sur Guéten pendant une période de glaciation, parmi les androgynes. Il me semble utile de rappeler que ces deux mondes sont imaginaires. Les changements science-fictifs de paramètres, aussi ludiques et décoratifs puissent-ils être, s'avèrent essentiels à la nature comme à la structure du livre. Qu'ils soient développés et explorés principalement pour leur intérêt propre, ou qu'ils servent surtout de métaphores ou de symboles,
Ils sont élaborés et représentés de manière romanesque en termes de psychologie des personnages et des structures sociales, dans la description, l'action, l'émotion, l'implication et l'imagerie. La description dans la science-fiction est susceptible d'être un peu plus dense, pour reprendre le terme de Clifford Geertz, que dans la fiction réaliste, qui fait appel à une expérience supposée commune. Mais la difficulté de compréhension ne me semble pas plus grande que dans n'importe quelle fiction complexe. Le monde de Guetten est moins familier, mais en réalité infiniment plus simple que la société anglaise d'il y a 2 siècles que Jane Austen a explorée et représentée de manière si saisissante. Tous deux requièrent un effort pour apprendre à les connaître, car nous ne pouvons en faire l'expérience que par des mots, par la lecture. Toute fiction nous offre un monde qu'on ne peut pas atteindre autrement, que ce soit parce qu'il se situe dans le passé ou dans des lieux lointains et ou imaginaires, qu'il décrive des expériences que nous n'avons pas vécues ou nous entraîne dans des esprits différents des nôtres. Pour certaines personnes, ce changement de monde, cette absence de familiarité, se révèle être un obstacle insurmontable. D'autres le vivent comme une aventure et un plaisir. Les personnes qui ne lisent pas de science-fiction mais qui au moins lui ont donné une chance, soulignent souvent qu'elles la trouvent inhumaine, élitiste et trop abstraite. Comme ces personnages, disent-ils, sont à la fois conventionnalisés et extraordinaires. Tous des génies, des héros de l'espace, des super pirates informatiques, des extraterrestres endogynes. Elle élude ce que les gens ordinaires doivent vraiment affronter dans la vie, et échoue ainsi à remplir une fonction essentielle de la fiction. Aussi lointaine que soit l'Angleterre de Jane Austen, ses habitants apparaissent immédiatement signifiants, révélateurs. En découvrant leur histoire, nous apprenons des choses sur nous-mêmes. La science-fiction a-t-elle autre chose à offrir qu'une fuite hors de notre propre réalité ? Le syndrome des personnages en carton-pâte était largement vrai au début de la science-fiction, mais cela fait des décennies que les écrivains utilisent cette forme pour explorer les relations humaines, moi la première. Un cadre imaginaire peut se révéler être le plus approprié pour cerner certains traits de caractère et autres destinées, mais il n'en reste pas moins vrai qu'une grande partie de la fiction contemporaine n'est pas une fiction de personnages. Cette fin de siècle n'est pas une période d'individualité, comme pouvaient l'être les époques élisabéthaine et victorienne. Nos histoires, réalistes ou non, peuplées de narrateurs peu fiables, de points de vue dilués, de perceptions et de perspectives multiples, n'ont pas souvent comme valeur centrale la profondeur des personnages. La science-fiction, avec sa formidable liberté métaphorique, a envoyé de nombreux écrivains aux avant-postes de cette exploration, au-delà des limites de l'individualité, des Sherpas sur les pentes du postmodernisme. Quant à l'élitisme, le problème relève peut-être du scientisme, l'avantage technologique confondu avec la supériorité morale. L'impérialisme de la haute technocratie égale en arrogance l'ancien impérialisme raciste. Pour le technophile, les gens qui ne sont pas au courant en réseau, qui ne possèdent pas les bons objets, comptent pour du beurre. Ce sont des prolos, des masses, des moins que rien sans visage. Qu'il s'agisse de fiction ou d'histoire, le récit ne porte pas sur eux. Il porte sur les enfants qui ont les jouets les plus beaux et les plus chers, de sorte que les gens en viennent à être opérationnellement définis comme ceux qui ont accès à une technologie industrielle extrêmement complexe et à croissance rapide. Et la technologie elle-même finit par se restreindre à cette catégorie. Un jour, j'ai entendu un homme dire très sérieusement que les Amérindiens d'avant la conquête ne possédaient aucune technologie. C'est bien connu, la poterie cuite au four est une substance naturelle. Les paniers mûrissent en été, et le Machu Picchu s'est borné à pousser. Limiter l'humanité aux producteurs-consommateurs d'une technologie de croissance industrielle complexe est une idée vraiment bizarre, au même titre que de circonscrire l'humanité aux Grecs, aux Chinois ou aux Britanniques de la classe moyenne supérieure. Cela laisse un peu trop de choses de côté. Toute fiction, cependant, doit laisser de côté la plupart des gens. Une fiction qui s'intéresse à une technologie complexe peut légitimement exclure les autres développements technologiques, tout comme une fiction sur des adultères en banlieue peut ignorer les pauvres de la ville, et une fiction centrée sur la psyché masculine faire abstraction des femmes. Pareille omission peut toutefois être interprétée comme une apologie de l'avantage technologique, ou comme une adhésion à l'idée que la société tout entière se résume à la classe moyenne blanche, ou encore que seuls les hommes méritent qu'on leur consacre des livres.
Les déclarations morales et politiques par omission se voient légitimées par la conscience de les faire, dans la mesure où la culture de l'écrivain permet la dite conscience. Cela revient à une question de prise de responsabilité. Un déni de la responsabilité de l'auteur, une inconscience volontaire, relève de l'élitisme et appauvrit une grande partie de notre fiction, et ce, dans tous les genres, y compris le réalisme. Je n'accepte pas le jugement selon lequel, en utilisant des images et des métaphores d'autres mondes, de voyages interstellaires, d'avenir, de technologie, société ou être imaginaire, la science-fiction fuit toute volonté d'avoir la moindre pertinence quant à nos vies humaines. Ces images et métaphores, travaillées par un écrivain sérieux, sont des images et des métaphores de nos existences, des moyens symboliques, légitimement romanesques, de dire ce qui ne peut autrement être dit sur nous, nos êtres et nos choix ici et maintenant. Voilà ce que fait la science-fiction, elle l'enrichit, l'ici et maintenant. Qu'est-ce que vous trouvez intéressant ? Pour certains, seules les autres personnes sont intéressantes. Cela se contrefiche des arbres, des poissons, des étoiles et du fonctionnement d'un moteur ou de la raison pour laquelle le ciel est bleu. Ils sont exclusivement centrés sur l'humain, souvent avec l'encouragement de leur religion, et ne vont apprécier ni la science ni la science-fiction. Tout comme les sciences, à l'exception de l'anthropologie, de la psychologie et de la médecine, la science-fiction n'est pas exclusivement centrée sur l'homme. Elle inclut d'autres êtres, d'autres aspects de l'être. Elle peut porter sur les relations entre individus, le grand sujet de la fiction réaliste, mais aussi sur la relation entre une personne et quelque chose d'autre, un autre type d'être, une idée, une machine, une expérience, une société. Enfin, certaines personnes me disent qu'elles évitent la science-fiction parce qu'ils la trouvent déprimante. C'est tout à fait compréhensible s'ils sont tombés sur une série de récits post-apocalyptiques édifiants, ou sur un groupe de branchés qui se font un concours de jérémiades, ou s'ils ont fait une overdose de réalisme capitaliste sordide de metal punk virtuel noir. Mais cette accusation reflète souvent, je pense, une certaine timidité, voire une morosité dans l'esprit même du lecteur, une méfiance à l'égard du changement, de l'imagination. Beaucoup de gens prennent vraiment peur s'ils doivent se confronter à quelque chose qui ne leur est pas parfaitement familier. Ils craignent de perdre le contrôle et ça les rend dépressifs. Si un bouquin parle de quelque chose qu'ils connaissent déjà sur le bout des doigts, ils ne le liront pas. S'ils se retrouvent face à une couleur différente, ils la détestent. Si le resto n'est pas un McDonald's, ils n'iront pas y manger. Ils ne veulent pas savoir que le monde existait avant eux, qu'il est plus grand qu'eux et qu'il continuera sans eux. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas la science-fiction. Puissent-ils manger au McDonald's et être heureux au paradis ? Bon. Maintenant que j'ai parlé des raisons pour lesquelles certaines personnes n'aiment pas la science-fiction, je vais vous dire pourquoi moi je l'aime. J'apprécie la plupart des genres fictionnels qui pour l'essentiel partagent des qualités qui ne leur sont nullement propres. Mais ce qui m'attire spécifiquement dans la science-fiction inclut ses qualités particulières, sa vitalité, son ampleur, l'exactitude de l'imagination, son aspect ludique, sa variété et sa puissance métaphorique, sa liberté par rapport aux attentes et au maniérisme littéraire conventionnel, son sérieux moral, son esprit, son dynamisme et sa beauté. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur ce dernier mot. La beauté d'une histoire peut être intellectuelle, comme la beauté d'une preuve mathématique ou d'une structure cristalline. Elle peut être esthétique, comme la beauté d'une œuvre bien réalisée. Elle peut être humaine, émotionnelle, morale. Elle est probablement les trois. Pourtant, ceux qui critiquent la science-fiction traitent encore souvent le récit comme s'il s'agissait d'une simple exposition d'idées, comme si tout se résumait au message intellectuel. Ce réductionnisme rend un bien mauvais service aux techniques et expériences aussi sophistiquées que puissantes d'une grande partie de la science-fiction contemporaine. Les écrivains utilisent le langage comme des postmodernes. Les critiques ont des décennies de retard. Ils ne parlent même pas du langage, sourds qu'ils sont aux implications des sons, rythmes, récurrences, motifs, comme si le texte n'était qu'un simple véhicule pour des idées, une sorte d'enrobage de gélatine pour un médicament. Je trouve cela naïf. Et ça passe totalement à côté de ce que j'adore le plus dans la meilleure science-fiction, sa beauté.